Moi, chaque jour de plus, voilà, parce que moi, c'est une femme, moi, c'est Almirban, sa réponse à la question, on attaquera le requêteur. Si je l'ai compris, ma réponse va être extrêmement courte, parce que je le regarde. Merci beaucoup, madame. Monsieur l'ambassadeur, et merci beaucoup au bureau technique des villes malaises. Merci beaucoup, Général, pour la présentation. Général, si je comprends bien, vous êtes passé de l'OPEX à la COPEX, donc des opérations extérieures à la compétition extérieure. Je m'en félicite. Dans les deux cas, le Liban est gagnant. Effectivement, qu'est-ce que le Liban a gagné? Qu'est-ce que le Liban a donné? Qu'est-ce que la France a donné dans cette relation de coopération? Une relation de coopération n'est pas une relation donnant-donnant. Une relation de coopération est une relation gagnant-gagnant. S'il n'y a pas le sentiment des deux côtés qu'il y a quelque chose à gagner dans cette relation, la coopération n'est pas établie. La coopération vient du bas vers le haut. La coopération est comme un petit caster. Elle fonctionne avec la volonté des gens qui sont le plus proches du terrain. Et si jamais ces gens-là ne sentent pas le retour sur leur engagement, non pas sur leur investissement, ils ne vont pas tout simplement, ils ne vont tout simplement pas y aller. Il est vrai de cela en France, et cela est également vrai au Liban. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. La relation donnant-donnant entre la France et le Liban, c'est la relation d'amitié, la relation de fraternité, c'est la relation à double sens. C'est une relation où la France conseille, oriente, de temps en temps souhaite. Et de l'autre côté, c'est le Liban qui souvent se plaint, récemment beaucoup, mais le Liban qui aussi peut conseiller, orienter, de souffler quelques idées. Nous avons nos particularités, nous avons nos singularités, nous avons notre richesse, notre diversité, nous avons notre histoire. Il ne faut pas balayer ça d'un coup parce que le Liban passe par une mauvaise phase. C'était juste pour répondre à la question gagnant-gagnant, donnant-donnant. Dans la coopération, notamment dans la coopération décentralisée, et je le redirai à la fin de mon petit topo, le Liban est gagnant et la France est gagnante. Donnant-donnant, c'est plus la relation d'amitié, de fraternité. Et Chir a dit que le Liban traversait une crise. En fait, le Liban traverse des crises, non pas une. Nous n'avons pas le monopole d'une seule crise. Et Chir a fait détailler l'ensemble de ces crises. Je ne vais pas reprendre tout ce que Béchir a dit, mais pour essayer d'être extrêmement court, le Liban aujourd'hui traverse une crise politique, l'absence de gouvernance, la faiblesse des institutions. L'État est là et les gens réclament plus d'État. Les gens sont tristes parce que l'État est faible. Et les gens se rendent compte que l'État est faible, mais les gens ne veulent pas la suppression de l'État. Les gens réclament tout simplement plus d'État. Et plus d'État, c'est un État moins corrompu. C'est un État plus comptable. C'est un État plus responsable. Or, l'État que nous avons aujourd'hui au Liban est un État qui est gouverné par la malgouvernance, qui est vicié par la corruption, qui est aveugle de vision, et qui, au fait, ne reflète pas l'image que Béchir et Ouda voudraient donner du Liban, qui ne reflète pas l'image que l'ambassadeur se tue à donner de son pays. Ça, c'est l'état de l'État aujourd'hui. Mais l'État existe, et les gens réclament plus d'État, non pas moins d'État. Ils ne veulent pas la disparition de l'État, ils veulent la disparition de ce que je viens de vous décrire. Je ne vous ai pas décrit un État, je vous ai décrit une tumeur, donc ils veulent la disparition de la tumeur qui aujourd'hui pénalise l'État. Mais ils réclament beaucoup plus d'État, monsieur. Vos enfants qui sont à l'étranger réclament beaucoup plus d'État. Quand j'étais étudiant moi-même, parce que ce n'est pas aujourd'hui le monopole de cette génération aussi de partir, parce qu'à force d'être, et nous avons tous le droit d'être misérables aujourd'hui. Mais nous avons souvent été misérables. Moi-même, j'ai fait mes études à l'étranger, ici chez vous en France, parce que, déjà, il y a 35 ans, le Liban était dans un sale état. La génération de mes parents, il y a 50 ans, est venue faire ses études ici en France. Parce que déjà, le Liban était dans un sale état. Vous voyez, moi, c'est une filiation les plus francophone, toujours en France. Mais, donc, il y a besoin de plus d'État parce qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent en plus grand nombre. Et j'en reparlerai des jeunes. Les jeunes arrivent en plus grand nombre et ils ont besoin de quoi quand ils arrivent ici dans ce pays? Ils ont besoin d'une ambassade, de services consulaires, d'un service étudiant à l'ambassade. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je sais que, et heureusement, je ne représente pas tout l'État, mais j'espère que ce que je représente ici, de cet iceberg émergé, qui est l'ambassade du Liban en France, auprès de la principauté de Monaco et de la principauté d'Andorre aussi, que ce que je représente ici donne envie à ceux qui quittent l'État aujourd'hui, comme vos enfants, comme cette génération-là, de rester accrochés à cet État qu'est le Liban. Quand on va parler du Liban, on parle d'État, etc. Et à l'État, il y a une nation. Et je vous ai dit, le Liban traverse plusieurs crises qui mettent en péril à la fois et l'État et la nation. Une crise politique, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai suffisamment dit, je ne pourrais pas en dire plus. Je suis aussi tenu par un minimum de réserve, même si dans ce cas-là,
Tous les masques doivent tomber. Il faut dire la vérité. Je vous ai parlé de responsabilité, je vous ai parlé de comptabilité. Quand un responsable n'est comptable de rien, on peut difficilement le juger pour quoi que ce soit. Le Liban traverse aussi une crise économique extrêmement grave. Tu l'as décrite, les chiffres en des termes que empruntés à la Banque mondiale, la plus grave crise, etc. Les superlatifs faibles, sont faibles pour décrire une crise qui, au fait, est une crise qui joue de l'imbrication, de la crise monétaire, de la crise financière, de la crise immobilière, de la crise des capacités. Nous importons tout, nous ne produisons rien, nous sommes envoyés dans un chemin de non-production qui fait que nous n'étions même pas un État rentier, nous étions tout simplement devenus un État rentier de rentier. Nous vivions de la rente des États rentiers. Nous vivions de l'attraction que notre pays pouvait avoir pour la rente de ces États-là. Cette rente-là nous apportait une rente et nous vivions de la rente de cette rente. Et un rentier de rentier, déjà un rentier, ça fait long feu. Il n'y aura pas beaucoup de fortune d'un rentier. Quand c'est souvent mal géré, vous avez écrit de la gestion au départ. Mais rentier de rentier, ça s'évapore encore plus vite. Nous avons une troisième crise, une crise sociale. Béchir et Oudard travaillent sur la coopération décentralisée. On parlait d'échelle, flexibilité de la coopération décentralisée, d'échelle plus adaptée à notre dimension, à notre taille. Nous autres Libanais, l'échelle de coopération, l'échelle de projet. Au Liban, l'essentiel de l'économie, 80-85%, je ne suis pas ministre de l'économie, mais les chiffres sont énormes. C'est bien plus que 3/4 de notre économie était une économie de petites et moyennes entreprises ou industries. Et la crise économique, je viens de vous l'écrire juste avant, a eu raison de cette société qui était faite d'entreprises moyennes, donc d'investisseurs moyens, de petits chefs d'entreprise, qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas dans leur histoire la logique d'anticipation d'une crise de dévaluation de la monnaie, d'une inflation galopante, d'une fermeture des frontières, d'un écroulement, ce qu'on est filmé, que certains disent d'une faillite du système bancaire. Donc ces gens-là ne pouvant pas anticiper, mais c'est eux qui encaissent en premier. Une crise sociale qui touche les PME, PMI, mais qui donc touche aussi ceux qui faisaient la singularité du Liban, notre classe moyenne. Le Liban est quand même dans une région, je vais mettre en terminale pour que je fasse sa présentation, mais dans une région où la classe moyenne est quelque chose d'assez rare. C'est comme les mines d'uranium en Europe. Les classes moyennes dans les pays qui sont voisins du Liban, une exception, mais c'est une exception qui est quand même sous perfusion internationale. Ils sont bien joués le jeu au Nord du Sud, mais ils reçoivent beaucoup d'aide internationale et ils ont, eux, constitué une classe, effectivement, moyenne, mais on ne va pas dire que nous occultons les réalités au Liban, nous voyons tout. Mais parmi les pays arabes, les pays frères qui sont à côté de nous, les classes moyennes ne sont pas des choses communes. Et nous, notre classe moyenne qui était le faire-valoir de notre identité sociale a complètement périclité du fait de la crise. Parce que les jeunes, vous avez dit éduqués, mais les jeunes qui ont les moyens aussi, et les moins jeunes, partent. Donc nous avons une classe moyenne qui souffre du départ de ceux qui l'a constituée. Nous avons une classe moyenne qui se paupérise parce que la dévaluation, l'inflation, la perte de moyens font que les gens ont beaucoup, beaucoup moins de moyens. Et au lieu de basculer vers la classe la plus riche, les CSP++, la classe moyenne libanaise est en train de, non pas basculer, mais en train de glisser, vitesse grand V, sur toboggan, vers la paupérisation, qui fait aujourd'hui qu'au Liban, nous comptons 82% de notre population touchée par les affres de la pauvreté. Être pauvre au Liban est quelque chose qui est difficile à concevoir, surtout en France, quand vous êtes habitué à la générosité, à la convivialité. Mais c'est, pour vous résumer la chose, à tous ceux qui parmi vous connaissent le Liban, ou ont déjà entendu parler du Liban. Imaginez qu'aujourd'hui, quand vous allez visiter un Libanais, il se peut que dans certaines zones urbaines ou rurales, on ne vous offre plus de café. C'est vous dire à quel point cette société vit quelque chose qui lui était étranger. Puis il y a une quatrième crise, une crise démographique. Vous avez touché un mot aussi sur cette crise-là. Une crise démographique qui, comme vous l'avez dit, est faite de pans. Un pan qui est le départ des jeunes, mais le départ aussi des moins jeunes. En France, en 2017, nous étions 240 000 Libanais. Vous étiez 240 000 Libanais. Aujourd'hui, en 2022, donc en l'espace de 5 ans, nous sommes 275 000. Vous voyez, en l'espace de 5 ans, les arrivées massives, le flux massif, c'est depuis 2019.
Notre exemple, en 2017, pour l'année 2017, l'année universitaire 2017-2018, donc en septembre 2017, Campus France, ce ne sont pas les chiffres du Liban, ce sont les chiffres de Campus France accueillait, donc les universités en France accueillaient au niveau master et doctorat sur l'année 2017-2018, 1647 étudiants. En 2022-2023, donc en septembre 2022, les chiffres de Campus France indiquent l'accueil de 10 469 étudiants. Ça vous donne l'échelle de la crise qui s'annonce, non pas celle que nous traversons, celle qui s'annonce, celle qui va venir. Parce que pendant que ces gens-là partent, et nous ne sommes pas 4 millions, nous sommes peut-être 5, aujourd'hui 6 millions, peut-être comme on n'a pas de recensement, on est bloqué dans le chiffre, mais on augmente nous aussi depuis d'années. Mais ce qui augmente beaucoup plus drastiquement, c'est la population réfugiée et déplacée. Pourquoi je dis réfugiés et déplacés? Parce que les Palestiniens ont un statut de réfugiés au Liban. C'est à nous autres, États souverains, puisque l'État existe encore, d'accorder un statut de réfugié. Ce n'est ni à la République ici, ni au HCR, ni à qui que ce soit d'ordonner aux Libanais, à l'État du Liban, d'octroyer un statut de réfugié à la population syrienne qui est aujourd'hui déplacée sur notre territoire. Donc nous avons des réfugiés palestiniens et nous avons des déplacés arrivés massivement depuis 2011, des déplacés syriens, qui étaient en 2017 1,5 million et qui aujourd'hui, d'après les chiffres de notre Sûreté Générale, pas d'ambassade, c'est l'autorité qui contrôle les essences, les départs, les retours, ils sont 2,80 millions. Donc en l'espace de 5 ans, nous avons 500 000 déplacés syriens inscrits ou ayant transité ou s'étant fait connaître en plus au Liban. Depuis que la guerre s'est un tout petit peu quand même calmée en Syrie. Et donc la quatrième crise, c'est une crise démographique. C'est une crise qui, en France, quand certaines mauvaises langues et très mauvais esprits veulent faire des jeux de mots, ils utilisent un mot qui est le mot de remplacement. Eh bien ici, c'est à des fins de slogan que vous utilisez en France. Les gens en n'est plus, malheureusement, on n'a plus le luxe d'utiliser le slogan. Nous, c'est une réalité qu'on vous décrit. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'annonce pas la crise, ne décrit pas la crise que nous vivons aujourd'hui, annonce la crise que nous pourrons vivre demain. Parce que demain, si jamais le Liban, politiquement, économiquement, socialement, démographiquement, venait à couler, 4+1, la plus grave des crises, c'est la crise identitaire. L'identité du Liban, ce que nous sommes aujourd'hui, ne sera plus. Ici, le Liban, quelle que soit la forme du Liban, n'existait plus demain. Il va changer le Liban, je règle quelques minutes. Mais si le Liban n'existait plus, la France n'aurait rien à gagner. Mais vraiment rien à gagner. Et là, les signes avant-coureurs de la grippe, les signes avant-coureurs de la tumeur qui va se propager, de la métastase, sont là. Les traitements, le diagnostic est bon, les traitements sont là. En politique, nous avons les meilleurs politiciens sur Terre. Pas chez nous, mais partout sur Terre. On arrive dans un pays, chaque Libanais arrive dans un pays, quel que soit le pays, quelques années plus tard, une fois qu'il a la nationalité qu'il a intégrée, nationalité c'est intégré, pas du tout l'accent, pas du tout les cultures, les manières, mais peu importe. Je vous parle de Libanais en Australie, aux États-Unis, en France, à Haïti, à Tahiti. Là, ils veulent s'engager en politique. Donc, on a le sens de la chose publique. On a cette responsabilité que nous portons en nous, à l'étranger. Nous sommes capables de faire ça pour nous. Nous avons les meilleurs banquiers. D'ailleurs, les banquiers qui veillent à la revitalisation de notre système économique sont des banquiers libanais installés dans d'autres pays. Aujourd'hui, au moment où je parle. Nous avons les meilleurs exemples de réussite sociale. Vous avez parlé de la CMA-CGM, une belle réussite sociale, mais nous avons d'autres beaux fleurons qui n'ont pas eu besoin de subventions publiques françaises pour réussir, bien que la CMA-CGM soit une exception de réussite exceptionnelle. Et puis nous avons pour nous l'attachement au territoire. Quand la démographie va changer, il y a une chose qui est immuable, qui restera immuable au Liban, c'est notre géographie. Et c'est la géographie qui était là et qui a prédestiné ce que nous sommes aujourd'hui. Quand en 1920, on a voulu créer un grand Liban, il y avait 2 avis en France. Un avis ici à Paris, l'avis du président de la République, dans le temps, qui voulait que le facteur démographique l'emporte. Il avait conseillé à Gouraud, qui était le haut commissaire français envoyé à Beyrouth, il avait conseillé à Gouraud de créer des petites structures autour de communautés homogènes
démographiquement, donc les chrétiens avec les chrétiens, les sunnites, pour résumer, ceux qui ne connaissent pas. Et Gouraud avait préparé une unité géographique. Il avait dit qu'ils ont besoin de ports, ils ont besoin d'une plaine, des montagnes, limite la géographie avec d'autres pays. Et de là est né le Grand Liban, cette diversité qu'est le Grand Liban. Et bien, toutes ces crises qui sont chacune d'une très haute intensité. Les superlatifs sont faibles, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais d'une très haute intensité et qui se nourrissent les unes des autres. Donc, en gros, vous calmez la crise politique sans vous attaquer aux germes de la crise économique, ça ne va pas marcher. L'ébullition va continuer. Il faut s'attaquer à toutes les crises. Nous avons très peu de moyens. Les banques sont en train de quitter le pays. Nous avons des amis. Nous avons des amis. Nous avons pour nous une géographie immuable. Cette géographie, vous allez me poser la question, qui nous permet aujourd'hui d'aspirer à quelques richesses qui viendraient à un moment de l'exploitation de nos réserves offshore de gaz. Nous avons pour nous, et là je vous parle à vous, jeune homme, nous avons pour nous une jeunesse qui dit la vérité. Une jeunesse qui a dépassé les aspirations de ceux qui pensaient pouvoir changer le Liban petit à petit. Je parle de moi-même. Mais une jeunesse qui dit la vérité, une jeunesse qui malheureusement aujourd'hui doit comprendre que le courage, ce n'est pas uniquement de dire la vérité, mais c'est de faire la vérité. C'est une jeunesse qui doit comprendre que bousculer les institutions, bousculer l'État, bousculer l'existant, bousculer une culture qui emmené le Liban vers le trou est une chose, mais proposer une alternative pour que on sorte du trou et qu'on construise les meilleures pyramides ou les meilleures bâtisses ou les meilleures institutions, c'est un devoir. Bousculer, c'est facile. Construire, c'est plus difficile. C'est la responsabilité de la jeunesse. Et c'est notre avenir qui est en jeu. Il y a la géographie immuable, il y a la jeunesse, beaucoup de jeunes au Liban. Il y a des femmes qui n'ont pas encore joué leur rôle. Je ne parle pas des femmes de Bouddha. Non, mais des femmes comme Bouddha, qui ne sont pas femmes d'eux, mais qui sont là parce que c'est Bouddha. Parce que c'est Bouddha qui réfléchit, c'est Bouddha qui travaille, c'est Bouddha qui se fait respecter. Elle n'est pas l'épouse de Béchir pour se faire respecter quand elle agit dans la société. Les femmes d'eux, il faut éviter d'avoir des représentations politiques qui soient uniquement des représentants par acquaintance familiale ou par alliance. Vous savez, la consanguinité en médecine, en génétique, ça n'a jamais fait des gens intelligents, en politique non plus. Et donc, il faut des têtes nouvelles dans un pays très patriarcal dans sa représentation, mais matriarcal dans son fonctionnement. C'est un pays qui ne doit que compter sur des jeunes qui prennent leur espace et qui prennent le courage de proposer des choses, des femmes qui n'avaient pas encore occupé l'espace. Une diaspora. Alors, une diaspora qui, de temps en temps, laisse à désirer. Pourquoi? Mais c'est normal, parce que le Liban ne lui ressemble plus, donc elle prend ses distances. Une diaspora qui est toujours impliquée. Toujours impliquée. Une diaspora qui aujourd'hui représente la moitié du PIB, donc les apports de la diaspora, les remittances, les transferts de la diaspora au Liban, représentent aujourd'hui la moitié de notre PIB. Notre PIB était de 56 milliards de dollars en 2019, et aujourd'hui de 16 à 17 milliards de dollars. 16 à 17 milliards de dollars, les transferts de la diaspora l'année dernière étaient de 6,8 milliards de dollars, donc c'est à peu près la moitié de ceux de notre PIB. Mais une diaspora qui ne doit plus voir le Liban comme étant une terre d'investissement, devient de la diaspora qui ne doit plus voir les banques libanaises comme étant des vaches à lait, où il faut aller retirer les taux d'intérêt autant qu'on peut en tirer. Non, une diaspora qui doit investir dans le Liban, qui doit expliquer aux banques libanaises, au secteur bancaire, qu'ils doivent agir comme des banques d'investissement, non pas uniquement des banques de rentiers. Il faut accompagner les petites et moyennes entreprises, accompagner les clients des banques dans ce qu'ils ont comme projet porteur. Et bien, avec ces éléments qui peuvent nous laisser un peu de perspective, malgré les crises que nous avons, nous pouvons espérer, non pas revenir au Liban que nous connaissions, mais nous pouvons espérer bâtir un nouveau Liban. Bâtir un nouveau Liban, pourquoi? Parce que les conditions, aujourd'hui, sont en train, petit à petit, de se réunir. Nous allons bientôt avoir conscience, ceux qui sont dans le déni vont être rassurés d'ici quelques mois, j'espère que ça ne va pas prendre des années, que le retour en arrière n'est plus d'actualité. Ça n'est plus possible, c'est fini. Le Liban a changé, l'argent n'est plus dans les banques. L'argent des banques n'est plus dans la banque. Il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle. La représentation ne suffit plus à absorber la colère populaire. Et donc, il faudra ouvrir de nouvelles opportunités. Il faudra le faire parce que sinon, c'est l'affaissement total. L'affaissement total de ce qui nous reste
d'institutions. Et quand on n'a plus d'institutions, quand on n'a plus d'État, on ne sait plus faire de l'État. Ce n'est pas du Lego. Le monde entier, la France, toute sa coopération décentralisée ou centralisée, ne pourra pas venir greffer sur l'État libanais de nouvelles institutions. Nous avons, ils ont, le monde entier a l'expérience de l'Irak, la Libye, la Somalie, Haïti. Je ne cite que cela. Les institutions se sont effondrées. On a attendu qu'elles s'effondrent. On est venu calquer, imposer, installer de nouvelles institutions. Ça ne marche pas, encore une fois. On n'est pas dans l'espace médical, on n'est pas dans la chirurgie. Une greffe, ça prend en médecine, en sciences politiques. Il n'est pas une science médicale, ça ne prend pas. Donc il faut éviter l'effondrement total des institutions, sinon on ne se relèvera jamais. Il y aura un Liban, mais un Liban sans institutions. C'est pas ce que nous voulons. Autant garder quelques institutions et espérer peut-être avec le temps en faire quelque chose de viable. Et là, les institutions, c'est qu'est-ce que vous faites dans la coopération décentralisée? Vous faites un peu plus que aider les institutions de base, mais les institutions qu'il faut absolument sauver, qui font la singularité. Je vous ai parlé de la classe moyenne, mais la classe éduquée au Liban, c'est quoi? C'est singulier par rapport à tout ce qu'il y a autour dans la région. On m'a raconté dans ma vie que les Irakiens étaient extrêmement cultivés. On m'a raconté dans ma vie que les Égyptiens imprimaient beaucoup de livres. On m'a raconté dans ma vie que les Mauritaniens étaient le peuple d'un million de poètes. Et ben moi, j'ai vécu et j'ai vu dans ma vie que les poètes devaient, pour se faire éditer, pour se faire connaître, passer par la case des routes. Que les livres des Égyptiens, pour se faire reconnaître, devaient passer par la case des routes. Et que tous les intellectuels irakiens, dès que l'Irak a basculé dans des années sombres, sont venus se réfugier à Beyrouth. Beyrouth a été, c'était son rôle, Beyrouth est, et Beyrouth doit se trouver un nouveau rôle. Ce nouveau rôle, si jamais on abandonne aujourd'hui l'éducation, les écoles, les universités, Beyrouth ne sera plus. Une des institutions, un de ces piliers qu'il ne faut absolument pas abandonner. L'autre pilier, c'est la santé. Parce que, avec un pays de malades, ouais, on pourra faire un pays taré après. On n'aurait pas envie d'avoir un pays taré que le pays France. Avec un pays où les patients sont guéris, vous allez avoir un pays fort et vous avez toujours envie d'avoir un allié dans la région qui soit un allié fort et que la relation de coopération soit une relation gagnant-gagnant. Avec un Liban faible, vous n'allez rien gagner. Vous allez gagner comment? Vous allez gagner avec Total dans l'énergie et vous avez besoin de gaz en Europe et en France en particulier. Vous allez gagner avec la CMA-CGM en vous installant stratégiquement dans une région à l'est de la Méditerranée où, sur le Monopoly est méditerranéen, il ne reste pas beaucoup de territoire à prendre. Vous allez gagner en culture, parce qu'aujourd'hui, quand l'on sait que le lycée en Syrie français s'appelle lycée Charles de Gaulle et qu'il n'a plus de subvention de l'État français pour des raisons qui sont des nôtres, je n'interviens pas là-dedans, mais vous allez donc vous rabattre sur un pays où il y a encore 250 000 d'élèves qui vont dans les écoles francophones, des écoles francophones qui sont par filiation peut-être catholique, chrétienne, et qui aujourd'hui sont des écoles de la diversité, sont des écoles qui accueillent 80% d'enfants d'autres religions que la religion chrétienne. C'est ça la diversité du Liban. Éviter que les écoles ne s'effondrent, éviter que les hôpitaux ne s'effondrent, éviter éventuellement que la sécurité ne s'effondre. 3 institutions qu'il nous faut absolument sauvegarder pour espérer bâtir d'autres institutions, pour espérer que la coopération décentralisée, que j'appelle de mes voeux, et vous savez à quel point je suis impliqué, donc je devais vous parler de ça, je terminerai là-dessus. Mais pour éviter que la coopération décentralisée qui vienne de France, la solidarité, l'amour, l'amitié, la fraternité des Français ne trouve pas preneur à Beyrouth ou au Liban, dans n'importe quelle ville. Et une coopération décentralisée qui est vraiment l'émanation de votre générosité. Après l'explosion, le 4 août, moi j'ai reçu, je suis ambassadeur, j'ai reçu des chèques de M. X, M. Lambda en France, des chèques de l'attention de l'ambassade en 200 euros, 300 euros, qu'on a dû renvoyer aux gens. Des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, qui se sont sentis naturellement portés vers l'aide au Liban. Vous avez essayé, Moda et Bachir, de nous présenter un topo, mais qui est impossible d'être exhaustif, ce topo sur la coopération décentralisée avec la France. On se regardait tous les deux, les 2 ambassadeurs, mais on se disait, il manque des choses. Moi, je sais qu'il manque des choses, lui, il doit savoir qu'il manque des choses. Vous devez savoir qu'il manque des choses. Tout le monde aide le Liban partout en France. Et pourquoi est-ce que tout le monde aide le Liban partout en France? C'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que l'économique, le stratégique, le gaz, que la culture, que l'éducation. Il y a une sorte de jeu de miroir. De jeu de miroir où vous autres Français voyez dans le Liban d'aujourd'hui, dans son patrimoine, dans l'héritage culturel, voyez la réflexion de ce dilemme que vous avez vous-même surmonté. Rome n'est pas venu en ami en France, ce que je sache.
Eh bien, moi qui ai étudié l'histoire de France, on m'a toujours expliqué que cette période-là d'histoire, cette ère, E-R-E, historique en France, était une ère gallo-romaine. Vous avez réussi à faire en sorte que le côté gaulois, qui était vous-même, bah, épouse ce côté romain qui était au fait qui avait un côté conquérant. Et bien, nous, notre relation avec la France, c'est à peu près la même relation au Liban. Vous avez été le pays mandataire, nous avons été sous votre mandat, mais nous ne voyons pas la France comme étant la Rome conquérante. Nous voyons dans ce franc-manisme, dans cette complémentarité, dans cette osmose, dans ce va-et-vient avec vous, une forme d'héritage que vous nous avez transmis, de votre perception de cette ère gallo-romaine que vous avez traversée, en puisant chez les Gaulois tout ce que vous aviez de mieux, le courage, le vin, et chez les Romains, les courses hippiques, le raisin. Non, mais vous avez pris le meilleur chez les deux, et bah, chez nous, avec la coopération décentralisée, on essaye de prendre le meilleur des deux, de notre de notre incapacité aujourd'hui à proposer au niveau central un avenir collectif, donc de notre obligation de nous rabattre, en obligation aujourd'hui, vers le côté décentralisé, vers l'aspect décentralisé, l'aspect plus petit, plus terre à terre. Mais c'est peut-être par obligation qu'on va finir par découvrir notre voie de sortie, parce que moi je pense que la coopération décentralisée permettra une meilleure comptabilité, rendra les élus beaucoup plus responsables. Elle permettra à la corruption de rentrer chez elle et à la bonne gestion des deniers, qui sont des deniers publics ou parapublics, mais à la bonne gestion des deniers, d'avoir la primauté, parce que une commune en France qui voit que son argent est mal géré dans une commune au Liban, eh bien, elle arrête de coopérer l'année d'après. Transparence, efficacité, on est au plus proche des besoins des gens, on répond à la crise quand l'État encore existant montre des signes de défaillance. La coopération décentralisée représente cette clé qui permettra in fine, et je ne veux pas que les jeunes d'ici repartent dans leur village, mais qui permettra in fine de garder ancré dans nous. Nous avons aussi des problèmes de territoire. Nous avons aussi notre Creuse à nous. Donc, qui permettra d'ancrer dans ces territoires libanais des gens qui sont tentés par soit la migration urbaine, soit l'émigration. Je suis désolé s'il y a des élus de la Creuse, mais c'est souvent comme ça qu'on représente la Creuse en France. Mais ce sont des territoires que nous devons mettre en valeur parce que la Creuse coopère avec le Liban. La Creuse coopère avec le Liban. Tous les départements, en fait, tous coopèrent avec le Liban. Et vous savez pourquoi tous les départements coopèrent avec le Liban? Parce qu'il y a des Libanais dans tous les départements de France. Quand il y a eu des élections législatives, donc les Libanais d'étrangers pouvaient voter, nous avons eu des inscrits dans tous les départements français, de La Réunion à Tahiti, en passant par tous les départements de la métropole. Si la Corse est en métropole, bon, nous en avons eu aussi en Corse, mais nous en avons eu sur la France métropolitaine et en France outre-mer. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Nous avons des crises qui se nourrissent les unes des autres. Nous avons des perspectives solides. La jeunesse, les femmes, la diaspora et la géopolitique. Nous avons des obligations, la santé, l'éducation aujourd'hui. La sécurité, mais ce n'est pas ni notre métier, ni notre secteur de prédilection, à part vous. Et puis nous avons pour nous cette fraternité avec la France. C'est avec le cœur que vous nous aidez, c'est avec le cœur qu'on le prend. Et dites-vous qu'avec des personnes comme Mouda et Bachir, il n'y a pas que le cœur. Quand vous donnez, quand c'est BTBL qui gère, le cœur, le cerveau, il y a un corps, qui sont actifs, hein, et puis il y a une volonté d'acier. Il y a une volonté d'acier et je vous remercie. Je vous remercie tous les deux de m'avoir fait confiance et d'avoir continué à me faire confiance à un moment où, effectivement, les institutions étaient ballottées au Liban. Parce que vous le savez, vous avez su faire la différence entre les personnes qui aiment le Liban et qui aiment la France, ou des personnes qui aiment leur intérêt au Liban et qui essaient de promouvoir leurs intérêts ici en France. Je vous remercie tous les deux. Je remercie bien entendu, mais toutes les communes de France. Toutes les communes de France. Et je peux, à travers vous, ni ministre, ni représentant de l'État, mais vous les connaissez, ces maires au Liban, je ne peux qu'à travers vous, et je suis sûr que tout le monde s'associe à moi, vous demander de transmettre à tous ces maires, à tous ceux qui travaillent au Liban, ceux qui travaillent sur le projet SOC, ceux qui travaillent sur le projet Stéphane, ceux qui travaillent sur la promotion
des régions montagneuses dans le Kazakh, ceux qui travaillent sur la promotion de la ruralité, ceux qui travaillent sur le bassin versant du Maritime, ceux qui travaillent à Jazine, à la promotion de la forestation de Jazine, ceux qui travaillent tout simplement à la promotion de la reforestation de nos espaces verts au Liban. Tous ces gens-là, ce sont des gens comme vous, comme moi. Ils sont libanais, comme Elisa Werther. Nous aimons la nôtre. Et c'est cet amour qu'il faudra que nous transmettions désormais à nos amis en France. Ils vont nous aider un peu parce que c'est la misère. Ils vont nous aider toujours parce qu'ils le font par amour. Donc, le fait de dire il y a des crises, il y a des crises, ça mobilise, ça fait qu'ils ne nous oublient pas, mais il ne faut pas avoir peur. Les Français ne vont pas nous oublier, même s'il y a la guerre en Ukraine, ils ne vont pas nous oublier, même si ça dégénère et que ça arrive à leur porte, le Liban est dans leur cœur. Donc il faut leur dire, leur répéter, vous répéter, mesdames, messieurs, que c'est l'amour qui porte votre coopération. Et ce n'est pas ou l'intérêt ou la misère du Liban. C'est extrêmement fort. Je vous propose de commencer à réfléchir dessus. Nous allons remercier pour cette première partie, en fait, tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette première partie du film Liberté et Prospective.